Bana Congo, bino batu boza na besoin ya kotonga bandaku na bino. BM échafaudage, ezopesa bino, planche, shell, sécurité, marzimal et lenda. L'air mutamati, mutakokweya te. Yabiso, ezala ba norme européenne. Yabiso ezala ba chinois te, ya ba indien te, ya ba libanais te. Un bus sera mis à votre disposition. BM échafaudage, plus de 3500 mètres disponibles. Contact Maman Nangaye, du nouveau à Kinshasa, place Yassur, les amoko na immeuble Emma, des arabes normes, standard, international, et Goyamba, Batunyoso, en famille, en couple, salon VIP, et salle à manger, salle de bain confort et magistral, et des chambres à coucher, cuisine, Kafou, sécurité, ils a assuré. Connexion internet illimitée, Facebook, TikTok, WhatsApp. Et à Ophélie, groupe électrogène 24h/24h. Pour Kendakate, la immeuble Emma. Notre adresse dans la commune de Kalamou, quartier Yolosi, avenue Balinga, numéro 9. Soyez les bienvenus, immeuble Emma. Bonjour, bonsoir, selon le moment où vous nous suivez. Ce que nous allons analyser aujourd'hui dépasse de loin une simple rumeur. Il s'agit d'un plan cynique et sanglant orchestré par Kigali pour sacrifier les Banyamulenge, manipuler l'opinion internationale et provoquer une nouvelle guerre régionale. Derrière les accords de paix signés à Washington et à Doha se cache une stratégie machiavélique visant à transformer une communauté en bouc émissaire, tout en accusant Kinshasa et ses alliés. Dans cette analyse, nous allons plonger dans les détails de ce complot, mettre en lumière les responsabilités cachées et rappeler pourquoi seule une FARDC forte, soutenue par les populations et ses partenaires, peut déjouer ses plans et protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Le document adressé à Massad Boulos par l'Union internationale des Banyamulenge éclaire d'une manière brutale la réalité des manœuvres du régime de Paul Kagame. Loin d'être un simple cri d'alarme, cette lettre démontre, preuve à l'appui, que les plans militaires du Rwanda ne se limitent pas à une confrontation avec la RDC sur le terrain classique de l'Est. Ils visent également à manipuler les perceptions, à provoquer des massacres ciblés, et surtout à réécrire l'histoire en inversant les responsabilités. Ce projet s'inscrit dans une longue tradition du FPR, hérité de la guerre de 1990 et des événements de 1994, où l'usage du discours victimaire a souvent servi de paravent aux ambitions expansionnistes. Kagame sait que le narratif du génocide, même 3 décennies après, reste son arme la plus puissante pour neutraliser toute critique et justifier toute intervention. C'est ce narratif qu'il compte à nouveau activer en transformant les Banyamulenge en victimes sacrificielles dont la mort serait imputée à Kinshasa et à Bujumbura. En analysant les décisions issues de la réunion du Congo Desk à Kigali, il apparaît clairement que l'objectif n'est pas de respecter les accords de paix. Au contraire, Kigali veut gagner du temps, repositionner ses forces et trouver un terrain plus propice pour relancer les hostilités. Le redéploiement des troupes du M23 AFC vers les groupes Twirwaneho MRDP traduit une stratégie de camouflage militaire, habiller les soldats rwandais d'un visage local afin de brouiller les pistes. Cela n'a rien de nouveau. Déjà à l'époque de Laurent-Désiré Kabila, le Rwanda utilisait des relais comme le RCD pour donner un vernis congolais à son occupation. Aujourd'hui, les noms changent. Twirwaneho, MRDP, Mai-Mai instrumentalisé, mais la méthode reste la même. Instrumentaliser des groupes locaux pour dissimuler une présence étrangère. La mission confiée au colonel Ndabagaza, avec 3 bataillons déployés dans les hauts plateaux, révèle aussi l'ambition de contrôler cette région stratégique pendant 3 ans. Pourquoi 3 ans? Parce que c'est la durée du mandat de Donald Trump, dont Kigali espère exploiter l'agenda international pour se repositionner. Le calcul est simple. Sous la protection d'une inertie diplomatique américaine, Kigali veut verrouiller Minembwe et l'utiliser comme base arrière pour préparer la prise d'Uvira et la déstabilisation du Burundi.
Or, déstabiliser le Burundi ne constitue pas un caprice secondaire, c'est la pièce maîtresse. Car tant que Gitega restera aux côtés de Kinshasa, le projet expansionniste du Rwanda restera bloqué. L'alliance entre Félix Tshisekedi et Évariste Ndayishimiye, scellée lors de plusieurs rencontres bilatérales, constitue aujourd'hui une barrière que Kigali rêve de faire sauter. Mais c'est sur le plan psychologique et communautaire que le plan est le plus inquiétant. Les infiltrations dans les villages Banyamulenge ont un objectif macabre. Provoquer des affrontements internes, semer la confusion, déclencher des massacres de masse qui apparaîtraient comme le résultat d'une guerre ethnique spontanée. Or, cette guerre ne serait rien d'autre qu'une mise en scène. Des officiers RDF et leurs complices locaux, comme le colonel Gakufu et Kamasa Ndakize Welcome, jouent le rôle de déclencheurs. La présence des blessés RDF, notamment ceux de l'avion écrasé à Minembwe, et la récupération de la boîte noire pour effacer les preuves de cette présence, montre bien la détermination du Rwanda à tout effacer derrière lui, à tout nier comme il l'a toujours fait. Kigali veut le chaos, mais un chaos qui semble auto-infligé par les Congolais eux-mêmes. À ce stade, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que Kigali utilise les Banyamulenge comme carte stratégique. Dans les années 1990, déjà, cette communauté avait été instrumentalisée, présentée comme menacée d'extermination, afin de justifier les interventions du FPR et plus tard de l'armée rwandaise au Congo. Aujourd'hui, Kigali tente de rejouer le même scénario, mais à l'envers, créer de faux massacres et en accuser Kinshasa. C'est une politique cynique qui transforme une communauté réelle, avec ses souffrances, ses divisions et ses aspirations, en simple pion dans une partie régionale. Le danger est immense. Si ce plan réussit, il ne conduira pas seulement à la mort de centaines, voire de milliers d'innocents, mais aussi à une reconfiguration géopolitique qui affaiblirait à la fois la RDC et le Burundi. L'Union internationale des Banyamulenge a raison d'alerter Washington, car les États-Unis sont garants des accords de Washington et de Doha. Mais au-delà de l'Amérique, c'est toute la communauté internationale qui doit comprendre le piège. Kagame veut présenter le Burundi et la RDC comme bourreaux, afin de se redonner un rôle d'État protecteur ou de pacificateur forcé. Ce scénario, nous l'avons déjà vu en 1996, 1998 et 2012. À chaque fois, Kigali entre en guerre, commet des crimes, puis impose une nouvelle lecture des faits, où il apparaît en sauveur. Or, le monde doit rompre avec ce cycle. La responsabilité de Kinshasa et de ses alliés est donc claire. Renforcer immédiatement la présence des FARDC et de la FDNB sur les hauts plateaux, démanteler les infiltrations et mettre en place une communication stratégique qui expose la vérité avant que Kigali ne la déforme. Tshisekedi doit ordonner une offensive ciblée car l'attentisme ne ferait qu'offrir du terrain à Kagame. Les chefs militaires qui échouent doivent être remplacés par des patriotes capables de comprendre que cette guerre n'est pas seulement une affaire de fusil, mais aussi de narration, de diplomatie et de mémoire. Car au-delà des balles, il y a les mots. Les mots qui circulent à Washington, à Bruxelles, à New York. Les mots que Kagame manipule avec brio, mais que la RDC doit apprendre à maîtriser pour raconter sa propre vérité. Le combat est militaire, mais aussi narratif. La lettre de l'UIB est une arme diplomatique. Elle doit être relayée, expliquée, amplifiée. Les Congolais doivent comprendre que le silence, dans ce cas, équivaut à une complicité. Les Banyamulenge, souvent pris entre plusieurs feux, doivent être protégés pour ne pas devenir encore une fois le prétexte d'une guerre qui n'est pas la leur. Ainsi, l'analyse de ce plan macabre révèle 3 dimensions indissociables. Une dimension militaire, où Kagame tente de repositionner ses forces, une dimension géopolitique, où il veut neutraliser le Burundi et affaiblir la RDC, et une dimension psychologique, où il cherche à manipuler les perceptions internationales. Face à cela, la seule réponse possible est la lucidité, la fermeté et l'unité. La RDC doit parler d'une seule voix, agir avec rapidité, et montrer que cette fois, le piège de Kigali ne prendra pas.
Ce complot que l'Union internationale des Banyamulenge dénonce n'est pas une simple conjoncture militaire. Il s'inscrit dans un continuum historique qui traverse les guerres du Congo depuis les années 1990. Pour comprendre pourquoi Kagame utilise encore les Banyamulenge comme prétexte ou comme cible, il faut revenir sur l'histoire des 2 dernières décennies. Depuis 1996, Kigali a constamment justifié son intervention en RDC par 2 arguments. La nécessité de neutraliser les ex-FAR Interahamwe, devenus FDLR, et la nécessité de protéger la communauté Tutsi congolaise, en particulier les Banyamulenge. Cette double justification lui a permis d'obtenir la complaisance d'une partie de la communauté internationale, notamment des États-Unis et du Royaume-Uni, qui voyaient en Kagame un stabilisateur de la région. Or, derrière ce discours protecteur, les faits montrent que les Banyamulenge eux-mêmes ont souvent été instrumentalisés, sacrifiés ou poussés dans des conflits qui dépassaient largement leurs intérêts locaux. L'exemple de 1996 est révélateur. Lorsque l'AFDL, dirigée officiellement par Laurent-Désiré Kabila, mais orchestrée en réalité par Kagame et Museveni, envahit le Zaïre, les Banyamulenge sont présentés comme une communauté persécutée par Mobutu et ses alliés. Ce narratif permet de justifier l'agression, mais une fois la victoire acquise, les Banyamulenge se retrouvent isolés, pris en étau entre leur appartenance congolaise et l'exploitation politique de leur identité par Kigali. Aujourd'hui encore, Kagame tente de rejouer cette carte, mais avec une inversion cynique. Au lieu de dire qu'il les protège, il organise leur infiltration, provoque des affrontements internes et cherche à transformer leur mort en prétexte d'accusation contre Kinshasa. C'est là une stratégie raffinée, mais profondément perverse. Utiliser une minorité vulnérable comme bouclier narratif. En organisant des massacres qui seront imputés au FARDC ou à des milices locales, Kigali espère créer un choc médiatique qui réactivera l'argument du génocide des Tutsis, cette fois au Congo. Kagame sait que dans les cercles diplomatiques occidentaux, ce mot génocide reste un mot-clé puissant, capable de suspendre les jugements rationnels et d'attirer des soutiens immédiats. Il mise sur la mémoire sélective de 1994 pour imposer une lecture biaisée de 2025. Mais cette fois, la situation est différente. D'abord parce que la RDC, sous Tshisekedi, n'est plus le pays paralysé et complice qu'il était sous Joseph Kabila. Kinshasa a retrouvé une voie diplomatique forte, a mobilisé l'opinion publique nationale et internationale, et a révélé à plusieurs reprises la présence directe du RDF sur son sol. Les discours de Patrick Mouyaya, les communiqués de Christophe Lutundula et la diplomatie de Thérèse Kayikwamba Wagner ont contribué à briser le silence qui entourait souvent l'agression rwandaise. Ensuite, parce que le Burundi n'est plus l'État fragilisé qu'il fut en 2015 lors des tentatives de coup d'État. Le président Évariste Ndayishimiye a renforcé ses institutions, consolidé ses alliances militaires et s'est aligné fermement avec Kinshasa contre Kigali. Ce front commun rend beaucoup plus difficile la tâche de Kagame, qui ne peut plus s'appuyer sur la division des voisins pour avancer. L'histoire récente du M23 illustre aussi les limites de la stratégie rwandaise. En 2012, lorsque ce mouvement surgit dans le nord Kivu, il réussit à prendre Goma, mais sa victoire est de courte durée. Sous la pression internationale et régionale, il est contraint de se retirer, et ses chefs signent des accords qu'ils ne respecteront jamais. En 2022-2023, le M23 ressuscite, avec le soutien évident du RDF, mais cette fois, il se heurte à une résistance populaire incarnée par les Wazalendo. Ce sursaut patriotique prouve que la société congolaise n'accepte plus l'occupation silencieuse. Les populations, jadis désarmées et résignées, ont compris que la survie de la nation exige leur engagement direct aux côtés des FARDC. Kagame a sous-estimé ce réveil populaire, et c'est précisément ce qui rend ces nouvelles manœuvres plus désespérées. La lettre de l'UIB révèle aussi un autre point crucial, l'implication persistante de Joseph Kabila. Même après avoir quitté le pouvoir,
Kabila continue d'apparaître dans les réseaux de complicité qui relient Kigali à certains acteurs congolais. Le rappel que le Red Tabara fut soutenu et facilité sous sa présidence montre que Kabila n'a jamais cessé d'être un relais pour les intérêts rwandais. Cette collusion historique explique pourquoi Tshisekedi a entrepris une purge progressive des généraux et politiciens liés à l'ancien régime. Car toute stratégie de défense nationale échouerait si l'État profond kabiliste restait infiltré dans les institutions militaires et sécuritaires. L'alerte donnée à Washington souligne la dimension internationale de cette crise. Les États-Unis, garants des accords de paix du 27 juin 2025, ne peuvent se permettre d'ignorer une telle manipulation. Si Kigali réussit à orchestrer de faux massacres imputés au FARDC, l'accord de Washington perdrait toute crédibilité. Donald Trump, qui a mis son poids dans ce processus, risquerait de voir son initiative échouer, ce qui serait exploité par ses adversaires politiques. Kigali le sait, et c'est pour cela que le calendrier de 3 ans correspond exactement au mandat présidentiel américain. Kagame veut paralyser Washington par le chantage et l'intimidation, en attendant un contexte plus favorable. Mais la RDC et ses alliés disposent d'une marge de manœuvre, d'abord en renforçant les opérations de renseignement pour documenter toute infiltration, toute manipulation et tout massacre potentiel. Les preuves, dans cette guerre, sont aussi importantes que les victoires militaires. Ensuite, en anticipant diplomatiquement, il faut prévenir les chancelleries, informer les ONG internationales, préparer des campagnes de communication qui exposent le modus operandi de Kigali avant même que les faits ne surviennent. Prévenir, c'est déjà neutraliser une partie du piège. Enfin, sur le terrain, il est impératif que Tshisekedi ordonne une offensive coordonnée avec l'appui des Wazalendo et des alliés burundais. Attendre serait laisser à Kagame l'initiative, et dans ce genre de guerre, l'initiative est la clé. Ce qui se joue aujourd'hui dans les hauts plateaux de Minembwe dépasse la simple question des Banyamulenge. C'est l'avenir de toute la région des Grands Lacs qui est en jeu. Si Kagame réussit, il prouvera qu'il peut encore manipuler les cartes malgré sa perte de crédibilité internationale. Si la RDC et ses alliés réussissent à déjouer ce plan, ce sera un tournant historique. La fin de l'impunité rwandaise, le début d'un nouvel ordre régional où les dictateurs ne peuvent ne plus se cacher derrière des narratifs fabriqués. Tshisekedi a donc une responsabilité immense, montrer que la RDC n'est plus le terrain de jeu des ambitions étrangères, mais une nation capable de se défendre, d'accuser et de vaincre. Le concept de génocide est fondamental pour comprendre la gravité de la situation actuelle. Depuis plusieurs années, la société civile congolaise et certains intellectuels utilisent ce terme pour désigner les massacres massifs commis sur le sol congolais depuis 1996, dans l'indifférence quasi générale de la communauté internationale. Il s'agit d'un mot valise, formé de génocide et coste, qui souligne à la fois l'ampleur de l'horreur et le prix payé par le peuple congolais. Plus de 6 millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées, des millions de déplacés internes, ce bilan dépasse de loin celui de bien des tragédies reconnues par l'histoire contemporaine. Pourtant, ce drame reste invisible, souvent éclipsé par la mémoire du génocide rwandais de 1994. Kigali a toujours cherché à monopoliser le statut de victime dans la région, en minimisant ou en niant les crimes commis par ses propres forces en RDC. Le génocide est donc un contre-discours, un rappel que la souffrance congolaise ne peut pas être effacée. Dans ce contexte, la tentative de Kagame de provoquer des massacres parmi les Banyamulenge, puis de les imputer au FARDC, apparaît comme une manœuvre visant à brouiller encore davantage la mémoire collective. En inversant les rôles de bourreau et de victime, Kigali espère réactiver son immunité historique. Mais le peuple congolais, désormais conscient et mobilisé, refuse que son histoire soit à nouveau confisquée. C'est là que les Wazalendo jouent un rôle crucial. Ce mouvement de résistance populaire, né du ras-le-bol face aux agressions extérieures, représente aujourd'hui une force que Kagame n'avait pas anticipée. Contrairement aux armées classiques, les Wazalendo sont enracinés dans leur village, portés par une conviction patriotique inébranlable.
Leur engagement dépasse les logiques de solde ou de hiérarchie. Ils se battent parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, parce que leur survie même dépend de la libération de leur territoire. Pour les Banyamulenge, souvent pris en otage entre plusieurs belligérants, l'alliance avec ces résistants pourrait constituer une planche de salut. Si Kinshasa parvient à intégrer les Wazalendo dans une stratégie nationale cohérente, ils deviendront le bouclier qui empêchera Kigali de transformer les hauts plateaux en laboratoire de massacre. L'histoire des dictateurs africains fournit aussi des leçons précieuses. Mobutu, en 1997, croyait encore que ces réseaux internationaux suffiraient à le maintenir au pouvoir, mais il avait perdu l'essentiel, la légitimité populaire. Ben Ali, en Tunisie, pensait pouvoir acheter le silence de la rue, mais une étincelle a suffi à renverser son régime. Blaise Compaoré, au Burkina Faso, fort de ses alliances régionales, n'imaginait pas qu'un soulèvement citoyen mettrait fin à son règne de 27 ans. Paul Kagame, aujourd'hui, se trouve dans une position similaire. Sa longévité au pouvoir, ses réseaux extérieurs et son habileté diplomatique l'ont rendu arrogant. Mais il oublie que les dictateurs tombent toujours quand ils sous-estiment la force des peuples. En persécutant Victoire Ingabire, en tentant de manipuler le destin des Banyamulenge, en agressant la RDC, Kagame accumule les fautes stratégiques qui finiront par précipiter sa chute. La question centrale demeure: que doit faire Tshisekedi? L'attente et la passivité ne peuvent plus être une option. Les Congolais eux-mêmes réclament désormais une offensive. Ils veulent voir leur armée passer à l'action, reprendre les territoires occupés, déloger les infiltrés, sécuriser les villages Banyamulenge. Une telle offensive serait risquée, certes, mais elle enverrait un signal clair. La RDC n'accepte plus d'être le champ de bataille des ambitions étrangères. Pour réussir, elle devrait être préparée avec minutie, impliquant les FARDC, les Wazalendo, la FDNB burundaise, et pourquoi pas des alliés stratégiques comme la Tanzanie, qui se sait également menacée par l'expansionnisme rwandais. Un scénario d'offensive victorieuse aurait plusieurs conséquences positives. Sur le plan militaire, il repousserait le RDF et le M23 au-delà de la frontière, brisant leur mythe d'invincibilité. Sur le plan diplomatique, il renforcerait la position de Tshisekedi dans les négociations internationales, prouvant que Kinshasa n'est plus un acteur faible. Sur le plan psychologique, il redonnerait confiance au peuple congolais, en particulier aux communautés de l'Est, qui vivent depuis trop longtemps dans la peur. Enfin, sur le plan régional, il enverrait un avertissement clair à Museveni et à tout autre acteur tentant d'imiter Kagame. La RDC est debout et prête à se défendre. Bien sûr, Kagame tenterait de transformer une telle offensive en prétexte pour accuser Kinshasa de génocide contre les Tutsis. Mais cette fois, la RDC dispose des moyens de communication et des alliances nécessaires pour contrer ce narratif. Les preuves de l'implication rwandaise, les témoignages des infiltrations, les documents comme la lettre de l'UIB constituent une arme redoutable pour exposer la duplicité de Kigali.